Chers consoeurs, chers confrères, nous allons débuter. Je crois que nous pouvons commencer. Nous commençons, si vous voulez bien. Avant de passer à la séance proprement dite, je voudrais dire devant vous combien nous regrettons et sommes peinés à cause du décès de notre ami, de notre confrère, Pierre Saliot. Le secrétaire perpétuel demain dira devant vous un hommage. Il y aura samedi une messe, tout cela sera précisé. Mais je voulais en tout cas, avant la séance, vous dire notre peine et vous demander de la partager. Si nous pouvons, 1 minute de silence. Merci. Nous entrons dans la séance. Elle est très linéaire puisque c'est une séance d'actualité qui est illustrée et uniquement illustrée par l'intervention du général Castres qui va nous dire tout ce qu'il sait sur l'opération Barkhane. Et comme le général Delors va présenter la séance, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir. Mon général. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, de temps en temps, quand les conflits en Ukraine, au Proche-Orient, en mer Rouge, où les tensions Taïwan en laissent le temps, on parle de l'influence française en Afrique. Les nouvelles sont alarmantes, comme si un vent mauvais s'était levé pour balayer, peut-être même effacer, les influences françaises, les influences politiques, économiques et militaires, et pour les autres, on pourrait aussi en discuter. L'armée française, comme vous le savez, s'est retirée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, sous les injonctions de putschistes. Elle semble maintenant réduire drastiquement son empreinte, pour prendre le terme un peu militaire, son empreinte au Gabon, qui est encore un peu secoué par une succession non conforme, mais aussi au Sénégal, qui fait l'actualité avec ce report d'élection présidentielle, et également aussi en Côte d'Ivoire, qui se remet lentement d'une grave crise du début du XXIe siècle.
Dans cette situation, il ne faut pas être surpris que les influences extérieures reviennent au grand galop. Les influences russes, on a parlé de Wagner, mais pas que de Wagner, mais également américaines, qui arrivent parfois à s'accoutumer de fumée que nous refusons. Chinoises, n'en parlons pas, ils arrivent par tous les ports, tous les aéroports, toutes les banques, mais également turques et pourquoi pas iraniennes. Que d'interrogations sur cette influence, ou ce qu'il en reste, française en Afrique. Pourquoi? Comment? Mais quel avenir? Que faire? Quel intérêt pour la France? Alors le général d'armée Didier Castres est le mieux placé de sa génération pour répondre à la plus grande partie de ces interrogations, parce qu'il a vécu ce moment charnière dans notre histoire des relations avec l'Afrique. Il a eu une très belle carrière dans les troupes de marine, et puis c'est tout naturellement qu'il a été appelé à devenir l'adjoint du chef d'état-major particulier du président de la République, le général Georges Lain, si ma mémoire est bonne, et qu'ensuite il s'est retrouvé le chef du centre de planification et de conduite des opérations, qui est le véritable cerveau de toutes les opérations militaires de toutes les armées, et ça partout dans le globe. Ensuite, et c'est là où il a une longévité formidable, c'est qu'ensuite il enchaîne comme sous-chef des opérations, c'est-à-dire le bras droit du chef d'état-major des armées pour tout ce qui est de cette partie plus politico-militaire, mais aussi de conduite des opérations. Alors après, évidemment, à cette occasion, il a été, pendant le début des années 2010, le chef de Paris, de l'opération Serval et de Barkhane. Mais c'est pas faire injure à nos jeunes camarades qui ont commandé sur le terrain de dire que le chef est bien enterré quelque part, d'abord à Saint-Germain, ensuite à Ballard. Et vous, je crois que vous n'avez connu que Ballard. Non, aussi Saint-Germain, un des derniers. Avec moi, mais vous étiez très jeune. Pour le franchissement de l'année 2000. Pour le franchissement de l'année 2000, qui était assez riche en événements aussi. Oui. Alors, à la fin de son service des armes, il a augmenté, si c'était possible, son expérience de l'Afrique par différents moyens, y compris pédestres. Et il est l'actuel président du groupe GEOS, que vous connaissez au moins de nom, et qui est d'un soutien considérable pour nos entreprises. Du Capitole à la roche tarpéenne, tel est le titre de votre conférence. Et Marcus Manilius Capitolimus, après avoir été couvert d'honneur, fut jeté du haut de la roche tarpéenne. Est-ce le destin de l'influence française? Est-ce le temps du tocsin ou déjà le temps du glas? Eh bien, mon général Casse de nous présenter le fruit de ses réflexions. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, et le colonel Gèze, qui est l'espèce de Jiminy Cricket qui opinera ou pas du chef, puisqu'il était directement impliqué à la tête du 21e RIMA dans l'opération Serval. La première chose, c'est vous remercier, et notamment de remercier le général Delors d'avoir fait appel à moi. J'ai toujours beaucoup d'appétit pour confronter mes idées et mes convictions à des publics très différents, et vous en êtes un, une noble assemblée, une docte assemblée, et donc pour moi c'est un honneur de faire ça.
C'est un honneur de vous exprimer ça, c'est aussi un honneur parce que j'ai commandé, ou j'ai planifié, et j'ai commandé depuis Paris, ce qui est la plus grande opération française depuis 60 ans. Et évidemment, c'est quelque chose d'absolument hallucinant, qui m'a même donné le vertige quand j'étais au CPCO, et qui n'aurait jamais pu réussir sans le génie du grognard français. C'est pas simplement les chefs, c'est aussi le génie du grognard français, et s'il ne rougissait pas, je citerai aussi le colonel Geiz. Je vais évidemment pas me réfugier dans un exercice d'autosatisfaction de l'opération Serval ou de l'opération Barkhane, mais j'en rappellerai quand même les principales caractéristiques qui en font une opération d'exception. Et puis évidemment, je vous dirai 10 ans après ce que je tire comme conclusion de notre piteux retrait du Sahel et peut-être d'Afrique de l'Ouest, Et puisque le général Delors a fait œuvre d'érudition en parlant latin, moi je pourrais commencer en vous disant Infandum Regina Iubes renovare dolorem. C'est la réponse que Énée fait à la reine Didon quand la reine Didon lui demande de lui raconter la guerre de Troie. Il lui dit « Ô reine, vous rouvrez une blessure à jamais cicatrisable. » J'aurais pu faire ça. Alors cette opération, pour la caractériser ou pour la remettre en perspective, je voudrais en donner quatre caractéristiques que je considère comme les 4 tyrannies de l'opération Serval. La première de ces tyrannies, c'est la tyrannie de l'espace, ou c'est la tyrannie des dimensions. La zone d'opération dans laquelle on est engagé, au simple Mali, c'est 2 fois la France. C'est 1,2 million de kilomètres carrés pour le seul Mali, en sachant que très rapidement, il a fallu regarder ce qui se passait à l'est de la Mauritanie, ce qui se passait au Niger, à l'ouest du Niger, et évidemment dans la région du Burkina Faso. En fait, on est quasiment sur une zone d'opération qui est aussi grande que l'Europe, Ça, c'est la première des tyrannies. Et quand on a dit ça, on n'arrive pas bien à illustrer ce que ça veut dire. En tout cas, quand on fait décoller nos avions depuis N'Djamena pour aller bombarder un pick-up ou pour aller neutraliser un pick-up qui est dans la région de Tombouctou, c'est comme si on décollait de Paris pour aller à Kiev. C'est ça les échéances en termes d'espace. Quand on déclenche une opération aéroportée pour saisir Tombouctou, on décolle de Paris et on fait un saut en parachute sur Moscou. C'est bien tout ça la tyrannie de l'espace. Bamako jusqu'à l'Adrar des Iforas, qui était un peu le château fort des terroristes, ou l'usine dans laquelle était industrialisé le terrorisme, c'est la même distance qu'entre Paris et Alger. C'est ça à quoi on a été confronté au niveau stratégique, au niveau opératif, au niveau tactique, que ne comprennent pas toujours les politiques. Les politiques, souvent, pour des raisons qu'on pourra réévoquer après, ont ce que j'appelle le syndrome du PowerPoint. Ils voient toute chose à la taille d'une diapositive PowerPoint, ce qui rentre dans une diapositive PowerPoint. La Suisse, comme la Chine, comme la Turquie, etc. La taille de la diapositive. Ça, c'est la première chose. La deuxième tyrannie, c'est la tyrannie climatique. La tyrannie climatique, c'était 35 à 45 degrés. Tout le monde connaît ça parmi vous. Tous les gens qui connaissent l'Afrique connaissent ça. Sauf que nos soldats étaient chargés à 30 kilos. Ils avaient 30 kilos de barda sur eux. Et que quand on rentre dans l'Adrar des Iforas, dans cette espèce de magma de roches enchevêtrées, il faut y aller à pied. Et y aller à pied avec 30 kilos, avec le stress, avec la chaleur, c'était, pendant la durée où on a nettoyé l'Adrar des Iforas, c'était 20 tonnes d'eau par jour. 20 tonnes d'eau, là aussi, c'est comme les distances, ça veut rien dire. 20 tonnes d'eau, ça veut dire 2 avions de transport tactique de type Transal qui ne font que ça, qui ne font qu'amener de l'eau. Juste, pas pour se laver, c'est juste pour que les gens puissent boire. Ça, c'est la deuxième tyrannie. La deuxième tyrannie, elle s'applique aussi aux capacités de nos moyens.
nos hélicoptères en saison chaude, ils passaient d'une capacité de transport de 15 hommes à 4 hommes. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a, pas qu'on a découvert, en tout cas on a été confronté à ces difficultés-là. La troisième tyrannie, c'est la tyrannie du temps, c'est la frénésie du temps. C'était quelque chose qui était extrêmement tendu tout le temps. C'est d'abord aller plus vite que l'ennemi, or eux, ils connaissent, eux, ils s'en sablent pas, n'est-ce pas, mon colonel? Eux, ils ont des guides que nous, on n'avait pas. Il y a d'abord cette course de vitesse contre l'ennemi. Il y a aussi la course de vitesse, dès qu'on a vu les courbes de température, pour réussir à boucler nos opérations avant la saison chaude, où on sait qu'on ne serait pas capable de combattre cet adversaire-là pendant la saison chaude. C'était aussi une course de vitesse pour concentrer le potentiel disponible avant qu'on soit obligé de rentrer dans les phases de réparation, de récupération, etc. Et puis c'était évidemment une course de vitesse parce que les politiques, et je ne critique pas ça, mais parce que les politiques voulaient un retour en opinion publique, en opinion diplomatique, sur le risque qu'ils avaient pris, car c'était un risque énorme, la façon dont ça s'est déclenché. Et donc on était dans une espèce de sprint politique, opératif et tactique. C'est ça. Et puis la dernière des tyrannies, c'est la tyrannie des effectifs. On ne sait pas pourquoi, on nous a dit c'est 4500 hommes. On nous a dit c'est 4500 hommes. Le militaire étant par nature obéissant, on a fait à peu près 4500 hommes. 4500 hommes, c'est 10 fois moins que le plan Chal en 1959 en Algérie pour un espace de manœuvre qui est de la même dimension. 10 fois moins. On peut être confiant dans l'apport de la technologie. On ne peut pas croire qu'on peut contrôler un pays comme ça avec 10 fois moins d'effectifs qu'en avaient les forces françaises en Algérie. Et donc, quand on combine ces 4 tyrannies, on se rend compte qu'il y a un critère qui émerge tout seul, que les militaires, comme moi, troupes de marine, ont toujours voulu ignorer, mais que là, on a vu apparaître devant nous, c'est la logistique. Et on ne peut pas faire cette opération sans la logistique. La logistique, là aussi, pour vous donner quelques chiffres sans rentrer dans la technique, en 3 semaines, on a déployé 10 000 tonnes. 10 000 tonnes en 3 semaines, c'est ce qu'on a sorti péniblement en 1 an d'Afghanistan, quand on a été désengagé d'Afghanistan. 10 000 tonnes. Vous connaissez la zone, évidemment il n'y a pas de port, il y a des axes routiers qui sont extrêmement dégradés, et ce fameux Djoliba, puisque c'est le nom bambara du fleuve Niger qui traverse tout le Mali, il y a 5 ponts sur l'intégralité du fleuve Niger, il y a 5 ponts, dont quasiment 4 qui sont à Gao, qui sont à Bamako, et 1 qui est à Gao. Et il faut aussi voir comment on est capable de franchir, refranchir. Et donc la logistique était quelque chose d'extrêmement prégnant, et en fait, pour réussir notre mission, il a fallu qu'on s'affranchisse de tous les codes. En fait, cette opération, c'est l'inverse de tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est jeune officier. On a fait tout l'inverse. On nous a dit, il faut mettre d'abord de la logistique, on a mis d'abord des forces, on a envoyé des hélicoptères pour ravitailler en huile la colonne du colonel Geiz, parce qu'on n'avait pas de système de logistique. Donc on a fait à peu près tout l'inverse de ce qu'on nous a appris pendant toute notre vie, et on a réussi. Est-ce que c'est la providence? Est-ce que c'est l'esprit de débrouillardise? Est-ce que c'est le génie? Je ne me prononcerai pas ici. En tout cas, on a réussi à faire ça. Qu'est-ce que j'en tire comme enseignement? Je vais tirer quelques rapides enseignements de nature très militaire, et puis ensuite des enseignements qui sont plutôt de nature politico-militaire, ou plutôt généraux. Parmi les points positifs que je retiens sur cette opération, c'est d'abord notre système de commandement qui est très vertical, auquel tout le monde est rattaché, qu'il soit politique ou qu'il soit militaire. C'est quelque chose chez nous qui n'est pas partagé, qu'on a toujours refusé de partager, en rentrant en conflit, parfois avec les conseillers politiques des cabinets, avec d'autres organismes. Et ici, chez nous, il n'y a qu'un chef, c'est le chef d'état-major des armées. Et tout le monde décline ça. Et ce système très vertical, il est probablement à l'origine d'un certain nombre de succès de la conduite de nos opérations. La deuxième, c'est que
rien n'aurait été possible, et c'est probablement quelque chose qu'il faut réfléchir maintenant, sans le dispositif prépositionné. Parce que pour déclencher, pour engager cette opération, le temps qu'on fasse venir les gens de France, on a engagé les gens qui étaient en Côte d'Ivoire et les gens qui étaient au Tchad. Et ça, si on n'a pas de dispositif prépositionné, on serait arrivé sur le théâtre probablement 48 heures, 72 heures, 96 heures après, et on ne sait pas quelle est la situation qu'on aurait trouvée. Or là, on n'était pas derrière la vague, on était sur la vague et on a surfé la vague. Et puis le dernier point général sur les points positifs, c'est le niveau de préparation des forces. Le niveau de préparation des forces, c'est qu'on a des forces qui sont immédiatement engageables. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des procédures de l'OTAN. Quand on monte une opération dans l'OTAN, il est prévu dans la planification 3 semaines, 4 semaines de rehearsal, d'entraînement pour mettre tout le monde à niveau. La France, parce qu'elle a accepté, parce que les politiques ont accepté de payer, parce que ça coûte de l'argent, la préparation opérationnelle, dispose encore de forces qui sont immédiatement engageables. Ce qui n'est pas le cas de toutes les armées, on pourra en reparler là-dessus. Voilà, les 3 points. Ces 3 points-là, c'est des points militaires, bien sûr, mais c'est avant tout des points politiques. C'est quelque chose dont il faut persuader les hommes politiques qui vont le perdre, ou qui peuvent le perdre, ou comment ils vont le perdre. Ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, qui sont plutôt capacitaires, c'est d'abord le transport stratégique. On n'aurait pas plus de transport stratégique, c'est les bateaux, c'est les gros porteurs en avion. On n'aurait pas pu engager les forces aussi rapidement si on n'avait pas eu le soutien de nos alliés. Et nos alliés, j'ai retrouvé les chiffres, je crois qu'ils ont assumé 30% des 10 000 tonnes. 30% des 10 000 tonnes. Donc sans eux, ça aurait été très différent. Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse qui est compensée, c'est que on travaillait sur des théâtres qui étaient extrêmement réduits. La Capissa, c'est même pas un département français. Et donc, on avait des capacités qui n'étaient pas endurantes. On n'avait pas des capacités qui étaient capables d'être ravitaillées en vol, qui étaient rustiques et endurantes. Et ça a été aussi quelque chose qu'on a mesuré là-bas. Et puis enfin, une lacune qui maintenant est comblée, c'est le renseignement. On est arrivé là-bas sans drone, quasiment sans drone par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et du coup, les Américains ont été d'une aide extrêmement importante pour le renseignement au départ, pour cette partie-là. Voilà un espèce de premier brouillon des enseignements que j'avais tirés. Et en fait, cette opération, elle m'a permis de définir un peu le patrimoine génétique de ce qu'est l'armée française, de ce que sont les armées françaises. Et je voudrais vous dire, c'est pas hors champ, ça a été consolidé par ce que j'ai vécu après dans d'autres opérations ou avant. Et en fait, les armées françaises, si on cherche à les définir de façon caricaturale, certes, mais il y a 4 chaînons d'ADN. Le premier chaînon d'ADN, c'est une culture expéditionnaire qui est très forte et une culture du risque qui est très forte, que aucun de nos alliés européens ne prend. Quand on a fait cette opération, on avait intercepté le compte-rendu que faisait l'attaché de défense britannique à son CPCO, qui disait les Français sont complètement fous, il n'y a pas d'analyse des risques, ils se rendent compte de rien, etc. Je crois que culture expéditionnaire, parce qu'on est le produit de notre histoire, et parce qu'on ne combat pas comme les autres, on combat comme l'histoire nous a forgé, comme le pouvoir politique nous le demande, et comme la géographie nous l'impose. Et donc il y a cette culture expéditionnaire qui est très marquée, que très peu de pays ont ou sont en train de perdre, et des pays nouveaux sont en train de l'acquérir. Et je pense notamment à l'exploit qui a été réalisé par les Émirats arabes unis au Yémen, qui ont prouvé une grande capacité de projection qu'on ignorait complètement. Je parlais de culture du risque, il y a la culture du risque militaire, il y a aussi la culture du risque politique. Je pense qu'il y a aussi ça en France. Je pense que les politiques sont pas dans une logique de zéro mort, pas de risque, etc. Ils prennent des risques. Et Serval était une opération extrêmement risquée politiquement. On aurait pu tomber sur un os dès Bamako, pas débouché, etc. Donc, premier chaînon, c'est culture expéditionnaire, culture du risque. Le deuxième chaînon que j'avais vu alors, c'est l'extrême rusticité
dont sont capables les armées françaises et à la fois le recours à la haute technologie. On est capable de mélanger tout ça. Je ne vais pas faire pleurer les académiciens en vous racontant les conditions dans lesquelles dormaient les pilotes dans un espèce de hangar. Dès qu'il y avait un coup de vent, on avait l'impression que la foudre était tombée dessus, qui dormaient là-dedans, sans climatiseur, sans rien. Le général de Saint-Quentin, qui dirigeait l'opération localement, il dormait dans la tour de contrôle abandonnée, il a mangé des rations et, pour faire plus vrai, et pour se doucher pendant tout le temps où il n'y avait pas de soutien, on faisait des trous d'aiguilles dans les bouteilles d'eau et on se rinçait comme ça. Et personne ne disait rien. Et tout le monde trouvait ça normal. Et donc, une extrême rusticité. Et à côté de ça, le même, ou les mêmes, ils sont capables de combiner un assaut par air, les forces spéciales, des hélicoptères, un mouvement, du renseignement, des transmissions de data, recevoir des ordres, etc. Ça c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. L'interopérabilité de l'OTAN, l'interopérabilité de l'UE, elle gomme tout ça. Il faut se mettre d'accord sur le minimum, et on fait le minimum, et donc on ne veut pas de tout ça. On a eu cette expérience en Centrafrique, à la fin de l'année qui suivait, où on s'installait au sein d'une mission européenne, un bataillon 1500, et il fallait chercher un endroit où s'installer. On était avec les Allemands. Le Français il dit, bah, tiens, là il y a une cour d'école, ça paraît très bien. Et l'Allemand prend un espèce de truc pour tester le sol. Il dit, il y a de l'huile de vidange dans le sol, donc c'est impossible. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis pas qu'ils ont tort. Je dis qu'on est sur des hiérarchies des normes qui sont radicalement différentes. Donc ça, c'est le deuxième chaînon. Le troisième chaînon, et là aussi, je ne dis pas que c'est militaire, je pense que c'est gaulois. Le troisième chaînon, c'est la maîtrise de la force et la capacité, et même la trop grande capacité à entrer en contact avec les populations. On ne peut pas retenir le Gaulois. On ne peut pas lui dire, tu restes dans ton camp, il veut parler avec les populations locales, il veut aller acheter je ne sais pas quoi sur le marché, contrairement à un certain nombre de pays, dont le plus grand de nos alliés, qui considèrent que tout être végétal ou animal qui n'est pas américain est potentiellement un danger et un ennemi sur les théâtres d'opération. L'exemple le plus net, c'est Djibouti, où il y a une énorme base américaine à Djibouti, dont les gens ne sortent pas pendant 1 an. Ils ne sortent pas de la base. Et pour des raisons, pas de sécurité, pour des raisons, parce que c'est pas comme ça dans leur mentalité. Chez nous, c'est pas ça. Nous, c'est le contraire. Il faut mettre des colliers étrangleurs à nos soldats pour pas qu'ils aillent vadrouiller partout où on est déployé. Et puis la deuxième chose qui va avec ça, et là aussi, c'est même pas des ordres, c'est la maîtrise de la force, que j'avais pesé au trébuchet quand on était en Afghanistan. En Afghanistan, le phénomène, hélas, le plus récurrent, c'est ce qu'on appelle un TIC, un Troop in Contact. C'est quand on se retrouve confronté à l'adversaire, et bim bam boum, ça tire dans tous les sens. Et j'avais demandé à un moment qu'on fasse la comparaison entre les munitions, le volume, le poids de munitions qui étaient tirés par les Français et par d'autres contingents. On tirait quasiment la moitié de ce que tiraient la plupart des contingents. Et donc il y a aussi cette maîtrise de la force, qui est évidemment une histoire de commandement, mais qui est aussi naturelle. Et puis le dernier chaînon en matière d'ADN, c'est chez nous une très forte agilité organisationnelle et une grande capacité à la déstandardisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas standardisé comme un certain nombre d'armées. Ce ne sont pas des barrières infranchissables. Dans les procédures de l'OTAN, dans les ordres de l'OTAN, quand on vous dit que vous commencez une opération tel jour à 16h22, vous ne la commencez pas à 16h20. Et quand on vous dit que ça finit, quel que soit le résultat, à 0h54, vous ne la finissez pas à 2h, même si l'ennemi est devant vous. C'est pas comme ça. Chez nous, il y a une espèce de grande... je ne sais pas comment l'exprimer. Moi, vu d'en haut, je pense qu'il y a une grande confiance. Je pense qu'une des clés qu'il y a dans les armées françaises, c'est forgé par le temps, forgé par l'histoire, forgé par ce qu'on a fait ensemble, il y a une grande confiance. On peut donner un ordre con, ce qui arrive, et notre subordonné l'accepte et le met en œuvre intelligemment. Et ça, c'est quand même des choses que je trouve... moi, je suis ému par ça. Je vous dis, il y a des choses, quand je voyais les ordres que j'avais donnés, dont je ne savais même pas comment ils allaient être
mis en œuvre, et qu'ensuite j'allais dans la salle de situation voir ce qui se passait, j'en avais le vertige. Le vertige et beaucoup d'émotion de voir que nos officiers, nos sous-officiers, nos soldats, ils ne se posent pas de questions, on leur dit on va faire ça, ils trouvent toujours le meilleur moyen pour le faire. Voilà. Monsieur le Président, je ne sais pas pendant combien de temps vous voulez que je fasse de la flibusterie, combien de temps vous me laissez. Je voulais rentrer maintenant sur une espèce d'analyse qui était un peu plus géopolitique, mais ça dépend un peu du temps que vous me laissez. Une demi-heure. Avec les questions. Avec les questions, non, ça suffit pour renégocier sur les questions. Et donc ça c'était un peu le niveau opératif, c'est le niveau kaki bleu, mais c'est le niveau. Ensuite, j'ai réfléchi un peu à pourquoi on échouait assez souvent dans la résolution des crises. Pourquoi on échouait, nous on échoue plus que les autres parce qu'on cherche plus souvent à s'engager dans la résolution des crises. Mais c'est pas un phénomène français, je pense que c'est un phénomène occidental. Et donc j'ai tiré de ça une espèce de légende que j'appelle les 5 péchés capitaux de la gestion de crise. Et ça, je le vois tous les jours, je le revois encore aujourd'hui, pas spécialement pour nous, mais pour la façon occidentale de rentrer dans la gestion des crises. Le premier de ces péchés capitaux, c'est ce que j'appelle le syndrome du prêt-à-porter. C'est-à-dire quand il y a une crise, on transpose sur la crise un modèle de solution qu'on tire du passé, qui d'ailleurs n'a pas fonctionné, et on essaie de l'appliquer. On l'applique, en gros, le schéma, c'est on fait intervenir la force, on sépare les combattants ou on affaiblit un des combattants, on fait partir un dictateur s'il y en a un, ensuite on fait venir une opération des Nations Unies, on dit qu'on va faire des élections démocratiques parce que la solution c'est les élections démocratiques, ensuite, compte tenu de notre tropisme, on sollicite l'Union européenne pour faire une mission de formation, on saupoudre ça d'une réunion des donateurs, on fait 2-3 puits, 2-3 machins, et on a réglé la crise. Non, on n'a pas réglé la crise. On n'a pas réglé la crise pour 2 raisons. D'abord parce qu'on n'a pas compris la crise, parce qu'on transpose des modèles occidentaux sans connaître la réalité des raisons qui ont conduit à la crise. Ça, c'est une des premières raisons. Quand on s'est engagé dans cette opération, qui connaissait parmi les militaires? Qui connaissait la hiérarchie dans les tribus Touareg? Pourquoi il y avait les Iforas? Pourquoi il y avait les Ilouminen? Pourquoi il y avait les Daoussacs? Qui connaissait ça? Personne. Et il y avait un jeune commandant qui était au J5, ceux qui font la planification. Le commandant Baudet, qui maintenant doit être général ou colonel, qui avait eu la brillante initiative d'aller au service historique de la défense chercher toutes les cartes et tous les plans de 1888, de la conquête du Soudan français. Et de voir ça, d'abord rien n'avait changé, les mêmes routes, les mêmes trafiquants, les mêmes péages, etc. Et donc moi, le constat que je fais, c'est que si on ne cherche pas à comprendre la crise, à apprendre la crise, à connaître ses racines sociales, culturelles, historiques, on ne résoudra pas la crise. Et donc, au prêt-à-porter, il faut trouver une solution de sur-mesure. Je pense qu'il y a encore une époque où on avait, dans nos administrations, on avait, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, la Défense et probablement d'autres, on avait des gens blanchis sous le harnois qui connaissaient tous les acacias par leur prénom et tous les ouèdes par leur nom de famille. On a perdu tout ça. La RGPP est passée par là, les parcours font que, on n'a plus tout ça. Et on n'a pas trouvé encore, c'est pas le moyen, et on ne sait pas encore où aller trouver cette compétence. Cette compétence, elle est très clairement au CICR, elle est très clairement dans les ONG, elle est très clairement à l'université, elle est très clairement dans les think tanks. Mais pour l'instant, je pense qu'on commence à le faire, mais on ne met pas ça en œuvre de façon très efficace. Ça, c'est le premier des péchés capitaux. Le deuxième des péchés capitaux, c'est la fascination militaro-sécuritaire qu'ont les opinions publiques, qu'ont les politiques vis-à-vis d'une crise. La fascination militaro-militaire, c'est-à-dire de ne voir l'évolution d'une crise, sa résolution, qu'à travers le microscope militaire. Combien de bombes, combien de ceci, combien de cela, etc. Et ça, on devrait maintenant comprendre, savoir que la force ne règle aucune crise.
elle en réduit l'acmé, elle en rééquilibre les parties, elle sépare les belligérants, mais elle ne réduit jamais une crise sécuritaire. Les problèmes de sécurité sur un théâtre d'opération sont la conséquence de la crise, ce n'est pas l'origine de la crise. Et donc nous, on se focalise sur les conséquences de la crise, sur la dimension sécuritaire, sans s'intéresser suffisamment aux causes de cette crise. Et donc c'est une raison de plus pour laquelle on peine à trouver des solutions. Le troisième de ces... en fait, ce que je retiens, mais je l'ai appris aussi en marchant, et je ne dis pas que je l'ai pratiqué, je pense que la gestion d'une crise, après une décision d'engager la force armée, le vrai début de la gestion de crise, c'est après l'opération initiale. Or, tout le monde considère que c'est l'opération initiale. Le plus beau jour de ma vie annoncé par le président Hollande quand il s'est rendu à Tombouctou, alors que ça commence là. Ça finit pas, ça commence là. Et ça, on considère qu'une fois qu'on a touché les dividendes politiques, médiatiques, etc., du risque qu'on a pris, c'est fini. Non, ça commence là. On aurait dû comprendre ça déjà avec l'opération Harmattan, où on a cru que parce qu'on avait cassé l'outil militaire, on avait réglé la crise. Non, on a déclenché la crise migratoire, etc. etc. Ça, c'est assez difficile à faire percevoir. En tout cas, il y a beaucoup de vacuité stratégique à annoncer toutes les semaines combien on en a tué. Il y a beaucoup de vacuité stratégique, parce qu'on sait que dans un pays étranger, quand vous tuez quelqu'un, vous faites se lever contre vous son père, son cousin, son neveu, sa femme, etc. Et donc, annoncer des bilans à l'américaine, BDA, Battle Damage Assessment, ça ne produit aucun effet. Ça ne produit que les effets contraires. Le troisième péché, les autres, je sais à peu près comment on pourrait les résoudre, mais celui-là, je ne sais pas, c'est d'ignorer dans la grammaire des crises une règle nouvelle qui apparaît quand on s'engage dans les crises, c'est la règle de l'inconcordance des temps. C'est de comprendre que les temps ne peuvent pas être coordonnés, ou en tout cas sont difficilement coordonnables. Le temps politique est différent du temps médiatique, est différent du temps diplomatique, du temps des opérations, de la planification et des opérations militaires, du temps de la reconstruction, dès qu'on veut reconstruire ou faire de l'aide au développement, et puis le temps de la cicatrisation, quand les populations se sont blessées les unes les autres. Et donc, il y a déjà la capacité qu'on peut avoir à pouvoir monter cette horlogerie avec des rouages qui tournent à des vitesses différentes. Et puis, à contrario, il faut aussi être conscient que le temps joue contre la force. Plus la force reste dans un pays étranger, et plus elle passe, sans s'en rendre compte, du statut de solution à la crise à partie prenante de la crise. Elle devient un objet de la crise. Et ça, ce qu'on a vécu d'abord au Mali, c'est ça. On est depuis trop longtemps là-bas, alors que Papa Hollande était acclamé sur la RN3, ou je crois que c'était la RN3. Voilà. Le quatrième péché capital, c'est de croire que toutes ces crises, notamment les crises qu'on voit émerger en Afrique, sont des crises qui sont cloisonnées par nature. Il y a la crise du terrorisme, il y a la crise de la démocratie, il y a la crise des trafics, et que c'est aussi cloisonné par nature, et que c'est cloisonné géographiquement par les frontières. Ça n'a aucun sens. Il faut avoir des solutions qui soient dans une logique de cohérence ethnico-géographico-problème. Tout le monde vit ensemble. Les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les gens d'AQMI, les gens de l'IGS, les gens de Boko Haram. Et donc la difficulté, c'est qu'il faut être capable d'avoir au moins au départ un overarching plan, avoir une vision complète. Mais si on veut régler ça avec l'œil dans une paille de chacune des problématiques, on va chasser la problématique dans l'autre segment ou dans l'autre partie de terrain et on ne le réglera pas. Et puis le dernier de ces péchés capitaux, c'est sous la pression des médias, sous la recherche des dividendes de ce qui a été décidé, c'est de préférer, pour les politiques, d'avoir un effet médiatique plutôt qu'un effet stratégique.
Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Je donne un exemple 5. Toute la planification qui avait été présentée à toutes les autorités qui étaient chargées de les voir, c'était d'abord d'aller à Gao. Le schéma, c'était il nous faut l'aéroport de Gao. De Gao, on va aller dans la rare des Iforas pour les empêcher de s'enfuir et on fera notre affaire. Et donc tout le monde avait dit oui à ce plan-là. Et puis au dernier moment, coup de téléphone, ah ben non, il faut aller à Tombouctou. Mais quand vous avez un bateau de 4500 hommes à qui vous faites faire un 90 degrés, c'est quand même très compliqué. Très très compliqué. Et ça c'est de rechercher un effet médiatique, parce que l'argument c'était, je dis mais on a libéré Gao. Il dit oui mais Gao personne ne connaît. Donc c'est ça l'argument. Donc il fallait aller à Tombouctou parce que Gao personne ne connaît. Donc on est allé à Tombouctou. Qu'est-ce que font les militaires là-dedans? Nous, d'abord on est obéissants. Mais nous, notre sujet, c'est de répondre aux attentes des politiques, bien sûr, mais c'est de faire en sorte que l'enchaînement de ces actions, elles aient un sens stratégique. C'est ça qu'on doit faire. Donc, ok, vous voulez une belle image à Tombouctou, on va vous faire ça, mais il faut que nous, on enchaîne quelque chose qui produise un effet stratégique. Voilà. Juste pour conclure, qu'est-ce que je retiens de tout ça comme grand principe quand on se prépare, en tout cas militairement et peut-être politiquement, à être engagé dans une crise, c'est d'abord de faire preuve de lucidité et d'humilité sur ce que nous sommes réellement capables de faire. Donc on peut être partout, on peut dire qu'on va régler le problème dans l'Asie-Pacifique, qu'on va régler le problème de Gaza et d'Israël, on peut tout dire. Mais je pense quand même qu'il faut parfois se regarder dans la glace et dire qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire. Quand on était en Afghanistan, il y avait un discours qui était très allant. En Afghanistan, on pesait 2,5% de la FIAS, 2,5%, et 3,5% de la surface. Quand on est toujours dans la mission en Syrie et en Irak, les Américains pesaient 88% de tous les moyens aériens, 88%. Donc au conseil d'administration, quand il y a un actionnaire qui a 88%, on ne lui dit pas comment on va faire. S'il est bien élevé, il va vous écouter, mais ce n'est pas lui qui décide. Donc il faut faire preuve de lucidité et d'humilité. La deuxième chose, et je pense que les militaires, dont moi, sont un peu responsables de ça, il faut faire preuve de pragmatisme. En fait, nous, notre ambition, dès qu'on se lance dans une opération, on veut transformer n'importe quel pays en canton suisse, en matière de propreté, de démocratie, de développement, etc. Non, il faut être capable de dire, on ne pourra pas aller au-dessus de ça. Et ça, on a un peu de mal, à la fois dans le discours public et à la fois pour nous. Le troisième point, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la nécessaire constance de la mise en œuvre de la stratégie, la nécessaire patience qu'il faut pour la voir produire ses effets, mais aussi mettre des jalons pour dire non, on se trompe. Il faut être capable de faire ça. Et ça, on ne le fait pas très bien, à aucun des niveaux. On ne fait pas très bien au niveau politique, parce que tous ces gens-là savent très bien qu'une crise de ce type-là, elle ne va pas être réglée en 5 ans. Donc c'est mon successeur qui verra, même s'ils font 2 mandats. Donc personne ne s'intéresse vraiment à ça. Et puis enfin, et c'est aussi quelque chose qui est plutôt rare qu'un militaire dise ça, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement et de retenue dans l'emploi de la force. Je pense que les opérations, c'est compliqué, il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de ceci, etc. Mais quand on surutilise la force, alors on provoque des choses qu'on n'est pas toujours capable de contrôler. J'ai dépassé largement le temps, mais je m'arrête là, Monsieur le Président. Ne bougez pas. Vous avez bien fait de dépasser le temps. Vous avez bien fait. Votre expérience est passionnante et votre réflexion encore plus. Je me souviens de tant de choses quand je vous écoute, bien différentes, bien plus modestes, mais tellement fortes dans notre cœur. Merci. S'il y a des questions, certainement. Certainement. Oui. J'aimerais dériver le micro. En général, vous avez parlé de phytoretrait, le mot est très fort. De phytoretrait. Oui. Est-ce que l'on ne peut pas attribuer en partie cette détérioration de la situation à l'absence de répondants du côté des forces africaines? Est-ce que le programme Recan, par exemple, a servi à quelque chose? Est-ce qu'on est satisfait de la coopération militaire, en gros?
Il y a beaucoup de questions, c'est une question à tiroir. Est-ce que Récamp a donné satisfaction? Je pense que la dernière fois où Récamp, je ne connais plus l'état des parcs, mais la dernière fois où on l'a utilisé vraiment massivement, c'était pour équiper le contingent, c'était la MICESI, la mission en Côte d'Ivoire, où on a beaucoup utilisé Récamp. Maintenant, moi je vois que tous les pays africains, ils s'achètent des matériels qui sont extrêmement modernes, ils vont les acheter aux Coréens, ils vont les acheter aux Sud-Africains, etc. Et comme nous, on met souvent dans Récamp les matériels qu'on déclasse dans les armées françaises, je pense qu'il a une moins grande utilité. Est-ce que notre départ repose sur la faiblesse des armées africaines? Il y a une chose que j'ai pas citée sur Serval, c'est que les Africains, je sais plus comment s'appelait la MISMA, c'était la MISMA. Pour la MISMA, ils ont déployé 6000 hommes en 2 mois sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. C'est-à-dire plus que nous. Alors Burkina Faso, c'est plus facile que Marseille, mais ils ont été capables de faire ça. Le Tchad a été capable d'affréter des gros porteurs, de prendre des porte-chars, etc. Donc ça change aussi. Est-ce que c'est conforme à la façon dont on le fait? Non, mais en tout cas, on peut pas faire reposer ça simplement sur le niveau des forces africaines. Notre piteux retrait, c'est probablement pour des raisons que j'ignore, c'est un manque d'anticipation. Ça fait 4 ans, qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose, et depuis 4 ans, on dit l'Afrique autrement, mais l'Afrique autrement, c'est quoi? Et donc, si jamais on avait pris les décisions il y a 4 ans, probablement on ne serait pas dans cette situation-là. J'ajoute que le rejet de la France, c'est pas le rejet que de la France, c'est le rejet de l'Occident. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Le Sud global, c'est pas une alliance pour quelque chose, c'est une coalition contre l'Occident. C'est ça le Sud global. Et donc nous, on est chassés parce qu'on est là, parce qu'on a sûrement probablement commis des erreurs, arrogance, etc. Mais on est chassé parce qu'on représente des valeurs dont on veut continuer de croire qu'elles sont universelles, et elles ne sont pas universelles. Elles sont peut-être universelles dans notre tête, elles ne sont pas universelles ni à l'Est, vers l'Asie, ni en Afrique. Et il y a une chose qu'on ne mesure pas très bien, je suis toujours surpris de voir les déclarations politiques, c'est que le droit international, les valeurs internationales, c'est le droit des Blancs. C'est le droit des Blancs et c'est les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est de là, tout est parti. Il y avait combien d'États à l'époque aux Nations Unies? Il y en avait 45. Il y en a 193, 14, il y en avait 45. Et c'était quasiment que des États occidentaux. Et donc on a forgé le droit, on a dit c'est ça le droit. Maintenant on voit qu'il y a un rééquilibrage démographique, économique, de richesse avec ces pays-là qui disent non, c'est pas comme ça que nous on voit les choses. Et donc je dis pas qu'il faut abandonner nos valeurs, ni abandonner nos modèles, il faut être conscient qu'il n'est pas universel. Donc quand on regarde quelqu'un en face de soi, il faut essayer d'imaginer comment il pense. C'est ce que j'appelle la décentration. Je dis, avant de dire comment ils vont faire, essayons de nous mettre à leur place. Il y a une chose que j'ai trouvée, mais pour moi qui a été, vous en parliez mon général, quand j'ai fini mon temps militaire, je me suis dit que j'avais besoin de faire quelque chose de radicalement différent. Je me suis déshabillé, pauvre comme Job, je me suis fait débarquer au Maroc et je suis parti qu'avec des moyens africains jusqu'au Sierra Leone, comme ça, en voyageant avec les Africains, en mangeant avec les Africains, en étant transporté dans des camions de transport public, etc., etc. Et à chaque fois que j'arrivais dans une grande ville, j'allais au souk, au livre d'école. Et j'allais acheter le livre d'histoire de 3e ou de 4e. C'est la première fois que je faisais ça. Hein. J'avais 59 ans. Première fois que je fais ça. Mais quand vous voyez l'histoire qu'on leur apprend, même s'ils vous sourient, vous ne pouvez pas croire qu'ils vous aiment. Aucun.
ni les Sénégalais, ni tous ceux dont on croit que. Il faut lire les livres d'histoire et voir comment c'est raconté. Comment est racontée la conquête, comment sont glorifiés les Omar, Hadj, El Hadj Omar, etc. Tous les gens qui ont résisté à la conquête. Et ça, on le fait pas. On est dans le schéma, on considère que, puisqu'on pense comme ça, tout le monde pense comme ça. Et ça, c'est probablement aussi une des raisons assez fortes pour lesquelles il y a cette éjection. Une autre question? Oui, je voulais faire écho à ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique. Pour moi, c'est pas tout à fait terra incognita parce que j'ai été bercé enfant dans les exploits de René Caillé et je savais où se trouvait Gao sur une carte quand j'avais 10 ans. Mon fils a été à Tombouctou et a été remonté le Niger sur des sacs de riz, etc. Mais en tant que spécialiste de l'Extrême-Orient, ayant enseigné la géopolitique de l'Asie du Sud-Est pendant plus de 30 ans, ce que vous dites fait un écho extrêmement profond, ce que j'ai pu moi-même observer, étant entendu que j'ai crapahuté dans cette zone, de la frontière afghane à la Corée, beaucoup avec les moyens du Gore, avec des budgets limités et dans des coins particulièrement pourris, parce que c'est là où les choses se passaient. Ce que vous avez dit d'abord, pourquoi voulez-vous qu'ils nous aiment? Bien évidemment qu'ils n'ont pas de raison spécialement de nous aimer. Et là, vous faites écho à un propos dit lorsqu'il était vice-monsieur Premier ministre par Anwar Ibrahim, actuellement Premier ministre de Malaisie, vouloir supporter des redemontades à propos des droits de l'homme et autres choses par ceux-là même qui nous ont conquis et écrasés, ce serait supporter l'impudence. Et ça, ce point de vue du Sud, par un pays majoritairement musulman, est loin de ce que vous dites, mais c'est un point de vue qui est quand même assez, très largement répandu, parce que l'histoire nationale, elle s'est reconstruite à travers les manuels qui sont un outil de prise de pouls de ce qui est dit de l'autre côté, qui est absolument majeur. Alors je fais une deuxième écho à ce que vous avez dit à propos en particulier des Touaregs et autres. Est-ce qu'on avait cité dans le cadre de la préparation de cette opération l'ouvrage d'Éric Guignard, qui est un des seuls polytechniciens employé du ministère de la Défense, qui a fait un doctorat d'anthropologie et qui avait fait sa thèse sur les généalogies Touaregs, qui par rapport à ce que vous avez évoqué, notamment les liens de parenté, on peut être d'un bord, d'un autre bord ou d'un Ariane, d'un autre bord, on vit à côté, et dans un certain nombre de cas, on est cousins, ça peut être, à l'occasion, être utile, en particulier si préparation il y a, c'est le deuxième élément, c'est pas une remarque, c'est une question, au milieu du renseignement. Dans le cadre de l'opération que vous avez décrit, et en citant bien les atouts, et puis de l'autre côté, les 5 péchés capitaux de ce type d'opération, et en particulier à la discordance des temps entre le temps politique qui devient de plus en plus court, parce que le problème d'un politique, c'est qu'il doit se faire réélire et que l'image devienne primordiale par rapport à la construction stratégique et à la réflexion. Donc il y a déjà ce premier point, mais est-ce que vous avez eu au niveau renseignement quel type de préparation pour ces opérations ? On n'a pas ce renseignement. D'abord, évidemment, je partage à la fois vos affirmations, ce qui se passe en Asie, et à la fois vos questions. On n'a pas ce renseignement. Je pense pas qu'on ait. Enfin, je sais pas si on n'a pas de renseignement de nature socio-culturelle ou politique. Vous allez vraiment croire que on est des Bénais. Mais quand on est parti de Bamako et qu'on est remonté vers Gao, en gros, le schéma, c'était, je prends l'expression du pays, hein, c'est pas du tout un caractère raciste, c'était les peaux blanches, c'est les terroristes, et les peaux noires, c'est les chrétiens, donc c'est pas les terroristes. Et donc nous, on est passé sur tout le centre du Mali en disant, mais non, c'est des noirs, donc c'est pas des terroristes. Mais c'est là que 5 ans après, les Peuls, les machins, tout ça vient, l'islamisation, le foutage jalon, comment ils sont venus, Samori, etc. Mais bien plus tardivement. Je pense qu'il y a un officier général, je ne parle pas des colonels et des échelons qui leur étaient subordonnés. Il y a un général dont je pense qu'il s'est préparé, mais tout seul, psychologiquement, c'est le général Facon. Le général Facon, qui est un très bon ami, qui avait été également sous mes ordres au CPCO, il avait une cantine
de livres sur les Peuls. Il savait tout sur les Peuls. Les Peuls nomades, les Peuls pas nomades, la hiérarchie, la noblesse Peul, comment c'était fait, etc. Et lui, je pense qu'il était prêt intellectuellement. Mais non, le renseignement qu'on a, le renseignement militaire, c'est souvent un renseignement d'intérêt assez court. C'est où est-ce qu'ils sont voilà. Et le renseignement de la DGSE, par nature, c'est du renseignement politique. Dans ce background, il faut aller le chercher tout seul. Il devrait être apporté normalement par un organisme du ministère qui est la direction générale, blablabla, blablabla. C'est eux qui devraient amener ça, mais ils ne le font pas. Enfin, ils ne le font pas. Moi, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Patrick Sevestre avait levé la main, c'est peut-être son tour, mais vous allez prendre la suite. Patrick Sevestre. Oui. Merci. Justement, moi je comprends que vous partez pour une mission, vous êtes débarqué, parachuté, etc. Vous ne connaissez rien sur le pays. Mais si vous y restez plusieurs années, vous avez le temps de faire de la bibliographie sur le pays. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux faits pour les sciences humaines, les populations dont vous parlez, mais aussi le milieu physique. Oui. Moi, j'ai passé ma vie à faire des cartes du terrain. Bon, est-ce que vous veniez interroger ceux qui l'avaient fait, ces travaux-là? Non? Enfin, pas moi en tout cas. Sur les cartes, vous savez qu'il n'y a pas de carte française du Mali. Vous savez qu'on a recouru à ce qu'il y avait sur Internet au début, parce qu'il n'y a pas de carte française du Mali, c'est des cartes allemandes. Des cartes? Il n'y a pas de carte française, des cartes modernes du Mali. Les cartes IGN au 50. Non, il n'y avait pas de carte. Je vous dis qu'il n'y avait pas de carte. On a travaillé sur ce qu'on pouvait avoir sur Internet. Le colonel Gess peut en témoigner. Et sur Internet, on s'est rendu compte que volontairement, il y avait un décalage de 10 mètres. Il n'y avait pas de carte française du Mali en 2013. Je sais que c'est un coin moins étudié que les autres. Mais autrement, il y en a eu des cartes. Il y en a eu au service historique des armées. Il y a probablement des cartes dessinées qui sont très précises. Mais on les a récupérées. Ça, c'est des cartes topographiques, mais il y a des cartes géographiques au service de végétation, de sol, de... Les puits, les lignes de puits, etc., oui, au service historique des armées. Parce que vous aviez des instituts sur place, on avait des centres. Moi, j'étais à l'Orstom IRD. On avait plein d'archives. Est-ce qu'on recevait la visite des militaires de passage? Je ne sais pas. Très peu. Moi, à ce moment-là, j'étais quand même dans une bulle qui était le CPCO. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est pas pour ne pas répondre à votre question, c'est pour vous dire la décision politique. Et je pense qu'il faut bien écouter ça. La décision politique donc on a vu les Touaregs rentrer de Libye, les villes tomber les unes après les autres, etc. Acmi, Moujao, Al-Morabitoun et le MNLA commençaient à s'écharper, à chasser le MNLA, etc. Et l'orientation politique, mais ça a duré pendant 1 mois, c'était no boots on the ground. C'était ça l'opération. Parce que le président Hollande décidait que c'était fini ces affaires-là, c'est plus les Français qui doivent régler ça. Et donc ils ont dit qu'il n'y aura pas un soldat français. Donc nous, on a installé le poste de commandement à Dakar. Et ensuite on a envoyé des équipes pour voir quels étaient les contingents qui voudraient participer à cette opération et comment on pouvait les aider à s'équiper et à être projetés. C'était ça la mission. C'était ça la mission, et à chaque réunion à l'Élysée, il y avait une réunion par semaine à l'Élysée, la DGSE et la DRM disaient attention, ils vont continuer à avancer, et probablement l'armée malienne ne pourra pas les arrêter, et la force africaine ne sera pas disponible au moment où ils vont attaquer. Et on nous disait no boots on the ground, no boots on the ground. Et puis en 1 semaine, on est passé de no boots on the ground à 9000 boots on the ground. En 1 semaine, sans planification. Donc nous, on s'est dit, c'est les Africains qui vont y aller. Donc on ne s'est pas posé des questions aussi précises. On avait la carte à peu près, etc. Mais pas des cartes précises pour que nous, on aille combattre. Oui, entre les 2 guerres, on disait pour ces régions dans le désert qu'il n'y avait qu'à garder les puits, comme ça personne ne pourrait intervenir ailleurs. Parce qu'il faut de l'eau. Mais maintenant qu'on connaît la ligne des puits, je pense à Boudjébéa, par exemple, qui est un coin paumé depuis des siècles, où il y a juste un puits, des habitants et pas un arbre. J'avais été quand même surpris.
Et en regagnant Tombouctou, on avait recoupé des traces de pneus est-ouest. C'était en l'an 2000. Et Oui. j'avais dit aux gens, mais il n'y a pas de ville ni à gauche ni à droite. Enfin, ils m'avaient dit, c'est des contrebandiers qui viennent de l'océan et qui circulent librement. On était en l'an 2000. Alors, on nous avait donné quelques militaires pour nous garder. On s'était demandé pourquoi, d'ailleurs. Mais il y avait déjà des circulations. Oui, oui. Et j'en ai vu croiser la nuit des voitures qui passaient qui étaient suspectes. C'était en 2000. Ça. Oui. C'est le tour de Patrick Sevestre. Merci. Après Madame Amaro, si vous voulez. Merci, Président. Juste Merci. pour madame, moi j'ai visité la maison de René Caillé. Bon. Merci, bon, en général, pour ces propos très pertinents. Moi, je voudrais savoir, pour vous, en quoi le passage de Serval à Barkhane a été une catastrophe, ou en d'autres termes, à quel moment on aurait dû se retirer? Alors, le passage... ici, c'est Chatham House. Oui. Le passage de Serval à Barkhane, c'est le SEMA qui en a fait la pédagogie, parce qu'il a dit, après une opération comme ça, on ne pourra jamais nous enlever le succès de Serval. En revanche, la suite, c'est ça. Et donc, ça a été une intuition extrêmement pertinente, parce que personne ne conteste Serval. Tout le monde dit, les Français, pour ça, c'est les meilleurs du monde. Si on avait laissé Serval s'épuiser, s'affaisser dans le prolongement de Barkhane, c'est tout l'ensemble qui aurait été jeté avec l'eau du bain. Donc ça, c'est une des raisons. Les autres raisons, elles sont trop corporate, même avec Chatham House, je peux pas raconter ça. C'était quoi ta deuxième question? C'était ça. À quel moment on aurait dû se retirer? Alors moi, j'ai été entendu au Sénat, à la commission des affaires étrangères du Sénat. On m'a posé cette question. Et j'ai dit, une crise, et dès lors qu'on engage des militaires, c'est comme une autoroute. C'est comme une autoroute. On est à fond sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, il y a des bretelles de sortie. Si vous ne la prenez pas, vous restez sur l'autoroute. Et les bretelles de sortie, il y avait une première bretelle de sortie, c'était, on avait chassé les djihadistes de tous les centres urbains. Il y avait eu des élections. À la première élection, IBK a été considéré comme un président légitime. On a dit, on est venu pour ça, on l'a fait, on s'en va. On est venu pour ça, on l'a fait, on s'en va. Ça, c'était la première sortie d'autoroute. Et là, tout le monde a dit, non, 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 on continue. Il faut toucher les dividendes du risque qu'on a pris. On a continué sur l'autoroute. Ensuite, il y a probablement 2 autres sorties d'autoroute magnifiques. Quand on a tué Mokhtar Belmokhtar, Mokhtar Belmokhtar, c'est Oussama Ben Laden, c'est notre Oussama Ben Laden. Et donc on aurait pu dire, comme l'avait fait Bush, mission accomplie, Reagan. Comme l'avait fait Reagan, mission accomplie, on rentre. Ça, c'était la deuxième porte de sortie. La troisième porte de sortie, c'est quand on a tué Ahmed Al-Tilemsi. Ahmed Al-Tilemsi, c'était le Al-Baghdadi. C'était le chef de l'UGS. Et là aussi, on pouvait sortir, en disant, on l'a fait, etc. Et en fait, on avait beau avoir le clignotant, tout le monde disait, il faut sortir, on n'est pas sorti. Et à la fin, il se passe ça. Qu'est-ce que... moi, je retiens 2 choses là-dedans. D'abord, les militaires ne supportent pas l'échec. Quand ils ne supportent pas, ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent que ça marche, ils veulent que ça marche. Et donc, quand on leur dit, mais vous êtes sûr que ça marche? Oui, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. C'est comme ça, on est fait comme ça. C'est le culte de la mission, etc. Mais il faut qu'il y ait des gens qui aient un peu de recul pour dire non, il faut des jalons ici. Si vous n'atteignez pas ce jalon, c'est qu'on se repose la question. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça au niveau politique, pour X, Y raison, et pas uniquement celle-là. Là où il y a un vrai défaut, à mon avis, c'est au niveau, on est quand même dans un système démocratique, le ministre Le Drian, il est allé 20 fois devant les commissions. C'est le manque d'exigence des commissions. C'est les commissions qui doivent dire, non mais d'accord, vous en avez tué plein, ok, très bien, bravo d'en avoir tué. Mais comment vous voyez l'évolution? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 an? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Et si on n'atteint pas ça dans 1 an, qu'est-ce qu'on fait?
Et ça, on ne le fait pas. Et donc, les militaires, je ne dis pas que c'est le pont de la rivière Kwai, mais les militaires, ils veulent réussir la mission. Et donc, si on ne leur dit pas à un moment, non, il faut s'arrêter, ils continueront jusqu'au bout. Mais la responsabilité est partagée. Merci. C'est juste un complément du propos de notre confrère Jacques Boulevert. Je suis géographe et j'ai enseigné pendant de longues années l'Afrique occidentale à l'Institut de géographie de Paris-Sorbonne. Et je faisais travailler mes étudiants sur des cartes topographiques au 200 millième, en particulier du delta intérieur du Niger. Et l'apprentissage de la lecture de telles cartes permettait aux étudiants de comprendre toute l'organisation socio-spatiale du delta intérieur du Niger. Donc il y a un stock de cartes magnifiques à l'Institut de géographie et nous en profitions pour faire travailler des étudiants qui préparaient Saint-Cyr. Voilà, donc il y a à la fois le stock cartographique et toutes les thèses accompagnant effectivement ces terrains, qui paraissent aujourd'hui avoir été en partie oubliés. Je pense, évidemment, je ne remets pas du tout en doute ça, mais nous, le guichet, c'est pas ça le guichet. Le guichet chez nous, c'est, on a un bureau géographique, on lui demande, vous avez des cartes, il dit, on n'a pas de carte. C'est une fois que la pierre roule dans la pente, je vous assure que prendre du recul dans des opérations comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a fait la demande, on nous a dit il n'y en a pas, ou on est en train de les imprimer, ou ils ont été mis en impression, je ne sais plus comment s'appelle notre structure qui fait ça. Et donc, au début, on a travaillé avec des cartes qu'on récupérait sur Internet. Mais si, alors, oui, mon général, je vais pas jouer le rôle de la commission, mais on est en 2024, et donc la situation est celle que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, mais on se bat dans le nord du Togo, on se bat dans le nord du Bénin, au Tchad on a des interrogations sur notre dispositif, on voit même arriver des Hongrois, sans parler de tous les autres. On a donc une poussée islamiste qui continue, qui progresse. On a instabilité au Sénégal. On a des décisions sur la diminution de nos dispositifs de prépositionnés dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc sans faire de politique fiction, mais difficilement vous laisser passer sans vous poser une question, c'est que comment vous voyez l'évolution dans les années toutes prochaines années, et est-ce qu'il y a encore un peu de volonté française d'agir en soutien d'éventuels gouvernements qui voudraient ne pas se coucher sous le flot d'une poussée islamiste, de pays de non-droit, etc. Les militaires, en tout cas les militaires qui font des opérations, par nature et presque par sélection, ils doivent être paranoïaques. Donc nous, on doit imaginer le pire. Si jamais on imagine que tout va bien se passer, c'est plus la peine d'avoir une armée. Donc moi, je suis un paranoïaque assez actif. Dans les scénarios que je vois se développer, d'abord, je vois la zone sahélienne, 3 millions de kilomètres carrés, c'est la Turquie, 3 millions de kilomètres carrés, qui va devenir une espèce de zone grise, qui va être abandonnée, enfin qui peut être abandonnée si on n'agit pas, abandonnée à des États très faibles pour être capables d'y faire quelque chose, à des warlords, à des radicaux religieux islamistes et à des rébellions armées. C'est ça qui est en train de se faire si on n'agit pas. Le dernier verrou, c'est le Tchad. Et le Tchad, il est en train de faceiller un peu pour des problèmes d'exploitation d'or dans le Tibesti, etc., etc. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas laisser faire ça. Moi, je pense que la France, elle ne peut pas laisser une zone aussi grande, aussi proche d'elle, sans savoir ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire avoir un bâton et un képi de gendarme, mais il faut savoir ce qui s'y passe. Ça, c'est la première chose. Soit directement, soit indirectement. Le renseignement, ça se menait. On ne dit pas aux gens, donnez-moi du renseignement. On dit non, qu'est-ce que vous me donnez? Et on en discute. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on ne va pas complètement quitter l'Afrique. Parce que si on veut continuer à bénéficier du renseignement américain, il faudra aussi qu'on leur apporte quelque chose. Ça, il faut être quand même lucide là-dessus. Un deuxième risque
de ma paranoïa motrice, c'est que dans cette zone sahélienne émerge un espèce de califat qui n'en porterait pas le nom et qui planifierait, comme ça a été le cas, avec une grande liberté d'action, comme c'était le cas à Raqqa ou à Mossoul, qui planifierait des attentats. D'abord contre les intérêts occidentaux en Afrique, mais ensuite en Occident. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas abandonner complètement cette partie-là. Le troisième schéma de paranoïa, c'est que les Russes sont au Niger, les Russes sont au Burkina, les Russes sont au Mali, les Russes sont en train d'arriver au Tchad. Les Russes vont profiter du brouhaha et du vacarme sénégalais pour voir comment ils peuvent rentrer là-dedans. Ensuite, la Côte d'Ivoire, elle a déjà été montrée du doigt par Wagner il y a 1 an en disant on va venir là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire les Russes une fois qu'ils auront pillé les ressources? C'est ils vont monter à l'assaut de la citadelle Europe, pas avec des missiles, pas avec des zircons, avec des flux migratoires. C'est eux qui vont contrôler toute la chaîne migratoire qui est dans ce domaine-là. Et ensuite, ils vont jouer comme ils l'ont fait avec le Bélarus et la Pologne. Ils vont dire on en envoie, on en envoie, on en envoie. Et c'est probablement la chose la plus dangereuse pour la cohésion de l'Union européenne et pour notre pays. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on doit impérativement trouver une solution pour s'investir dans la stabilité de cette crise. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer de modèle. Notre modèle ne fonctionne pas, le modèle occidental ne fonctionne pas. Donc il faut changer de modèle, il faudrait peut-être aussi être capable de dire, nous, dès qu'on dit bleu, blanc, rouge, on est rejeté, et donc de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas trouver un acteur premier qui ne soit pas la France. J'ai vu les déclarations de Madame Meloni qui fait de son action une priorité en Afrique. Il faudrait être assez courageux ou assez humble pour dire nous on va se mettre derrière l'Italie et c'est l'Italie qui va le faire parce qu'elle a une réputation qui n'est pas aussi écornée que la nôtre en Afrique. En tout cas, si on continue à dire c'est la France, ça passera nulle part. Je crois qu'on a des raisons objectives d'être inquiets de ce qui se passe au Tchad. Je pense que le président Kaka est d'une très grande duplicité. Très grande duplicité, il l'a montré à l'occasion du coup d'État contre le président Bazoum, il l'a montré à l'occasion de son déplacement à Moscou, et donc je pense qu'il faut être très vigilant. Ça, c'est quand même la clé de voûte de la cathédrale Sahel. Hein. Si jamais ça tombe, on ne sait plus où ça s'arrête. Merci. Le colonel avait la parole. Le colonel, après le président. Je vais essayer d'être très très bref, c'est juste pour illustrer les propos du général Castres concernant la connaissance du pays, de ce qu'on pouvait en avoir. Je voudrais juste évoquer 2 points. Tout d'abord, effectivement, on est parti très très vite. Donc, on a été mis en alerte à 10h du matin le 11 et embarqué à 17h pour Bamako. À ce moment-là, on se tourne et on regarde un peu dans les bibliothèques qu'on pouvait avoir au Tchad pour regarder un peu les cartes qu'on avait. Et je confirme qu'effectivement, les cartes que nous avions dataient de 1962, les cartes françaises, 1962. Et elles ont été très utiles parce qu'on s'est fixé sur le relief lorsqu'on est monté ensuite sur Tombouctou. On s'est surtout repéré avec les reliefs. Et là, le relief, lui, ne bouge pas. Et je remercie encore les jeunes. Le président Pourtier, s'il vous plaît. Monsieur Pourtier. Roland Pourtier. Oui, excusez-moi, monsieur, juste une expression parce que je la trouve délicieuse. Elle est anglaise, mais elle est délicieuse. On avait reçu, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, le ministre de la Défense britannique pour essayer de le faire embarquer dans Serval. On lui avait présenté notre truc, on fait ça, tout le monde y va, etc. Et il avait résumé ça en disant la culture expéditionnaire, c'est move now, orders to follow. Il n'y a plus aucun pays qui fait ça. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Les gens ils disent non, je veux des ordres, je veux m'assurer que mon legal advisor me dit que c'est conforme à la loi, etc. Et en France, en 2013, lui, le colonel, je dis vas-y, mais qu'est-ce que je fais? Vas-y, et il est parti. Vas-y, et il est parti. Donc, ça, move now, orders to follow, c'est quand même une bonne expression. Je suis désolé d'avoir interrompu. Je vous en prie. Je veux d'abord revenir sur ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est sur cette question du manque de connaissance du milieu.
Je suis vraiment très étonné d'apprendre que vous ne saviez rien, que l'armée française ne savait rien d'une région qui est une des plus connues en France par les chercheurs. Je suis très étonné. Je suis très étonné que vous n'ayez peut-être pas connaissance des publications de Pérouse de Monclos. Si, quand même. Mais rien que le titre, Une guerre perdue, Pérouse de Monclos, bien sûr. Mais c'est quand même étonnant que, disposant de beaucoup de matériaux de la part des hommes de terrain, des anthropologues, des géographes, des historiens, c'est une région, le Sahel est une des régions les plus travaillées, les plus connues des chercheurs français. Donc là, pour moi, ça m'interroge. Mais ce n'était pas là-dessus que je voulais intervenir. D'abord, j'ai bien apprécié votre entame. Et je trouve que votre entame était très pessimiste et que les différents points que vous avez énumérés conduisaient à une conclusion inéluctable, c'est que ça n'était pas possible militairement de résoudre le problème du Sahel. Et alors là, nous sommes très nombreux à le penser et à le dire depuis longtemps, on ne contrôle pas des millions de kilomètres carrés avec 4500 hommes. Bon. Cela étant, cette impossibilité, vous la reconnaissez, et c'est de bon sens, mais cela étant, dans les derniers propos que vous avez tenus, vous dites qu'on ne peut pas laisser la situation sans être d'une certaine façon présent. Ça ne pourra pas être la même façon militaire. Sans voir ce qui s'y passe. Encore que, peut-être faut-il envisager de quitter toutes les bases militaires actuelles, oui ou non, c'est une véritable question. Et quand vous dites qu'on ne peut pas laisser, au fond, on ne peut pas laisser l'histoire avec ses incertitudes se dérouler sans qu'on intervienne, là je ne comprends plus. Hein, puisqu'on n'a pas les moyens d'intervenir et que de toute façon, ce n'est pas nous, Français ou Européens ou même Américains, qui feront l'histoire des populations africaines. Donc, la conclusion qui s'impose pour moi, c'est qu'il faut laisser les Africains faire leur propre histoire sans intervenir. Et comme la France n'est pas tellement en odeur de sainteté en ce moment, le mieux serait de se faire discret pendant quelques années. Parce que les Russes, ils ne vont pas durer. Hein. Les Chinois peut-être un peu plus, mais enfin les Russes ne dureront pas. Les Africains comprendront très très vite où sont les véritables intérêts en jeu et qu'il n'y a pas d'amis en politique, hein, il n'y a que des intérêts. Alors, faisons un peu le profil bas, et puis ensuite, le sentiment anti-français, je ne pense pas qu'il soit ancré dans les populations du Sahel. Hein. Il y a toute une exploitation politique et médiatique qui en est faite, mais laissons un peu de temps passer et on retrouvera les connivences qui ont été construites pendant des décennies et qui ne disparaissent pas du jour au lendemain si on est suffisamment intelligent pour ne pas vouloir imposer nos points de vue. Alors moi, quand je vous dis qu'il faut trouver une tête de gondole qui soit plus la France, parce que la France, elle ne passe plus, je dis exactement ça. Je dis que les Africains, que ce soit l'avenir des Africains, je comprends très bien ça, mais il faut savoir ce que ça va avoir comme conséquences et pouvoir anticiper les conséquences que ça peut avoir pour nous. Donc moi je ne dis pas qu'il faut mettre des gens avec des bâtons blancs à tous les carrefours de piste dans le Tibesti. Je dis qu'il faut comprendre ce qui s'y passe. La démographie du Sahel, c'est 86 millions d'habitants aujourd'hui, ça sera 196 millions en 2050. Donc on peut dire on va laisser les Africains faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces 196 millions dans un endroit où il n'y a pas de ressources, pas de ceci, de la pollution par les gens qui exploitent les ressources? Je pense qu'on peut pas. Je crois que c'est Frédéric Legrand qui disait on a le droit d'être battu, mais on n'a pas le droit d'être surpris. Donc essayons de ne pas être surpris une fois de plus. Donc c'est uniquement ça. Je ne dis pas qu'on est capable de résoudre ça. Je voudrais juste dire une chose sur l'échec des 4500. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il y avait 3 prérequis pour que ça marche. Le premier prérequis, c'était de faire monter l'Algérie à bord. Moi, je suis allé voir Chevènement pour lui dire comment on fait, il faut qu'il soit avec nous, etc. Et c'est pas manque de volonté du pouvoir politique. Monsieur Le Drian y est allé plusieurs fois pour parler avec eux. On leur a proposé d'avoir des officiers insérés dans notre état-major. On a mis en place une procédure pour leur dire que quand on conduit les opérations à moins de 50 km 20 km de la frontière algérienne, on les prévenait, etc. Donc je considérais qu'il fallait faire monter l'Algérie à bord. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Le deuxième prérequis, il fallait qu'il y ait un accord de paix sincère et qui soit mis en œuvre. Ça n'a pas été mis en œuvre. Dès la première année, ça a été un échec.
dès la première année, alors que là, c'était l'époque où les gens étaient encore un peu disposés à le faire. Et le troisième prérequis, c'était de réussir à fermer l'espèce d'énorme canalisation qui arrivait de Libye et qui déversait de l'idéologie, de l'armement, etc. On n'a pas réussi, collectivement, la France n'est pas responsable de tout, on n'a pas réussi à rallier ces trois objectifs. Donc je ne dis pas que la partie était jouée à ce moment-là, mais elle devenait compliquée. Ensuite quelque chose qui est un peu plus... je pense que on a voulu trop bien faire notre boulot militaire. Et donc du coup, on a empêché les gens de pouvoir négocier entre eux. Pour négocier, il faut que vous ayez à gagner, il faut que vous ayez à perdre. Or, la posture de Serval et la posture militaire de la France, c'était que les gens de Bamako n'avaient aucun risque. Ils étaient sûrs que jamais des gens débarqueraient à Bamako pour les chasser. Et donc, il n'y a plus de négociation. La négociation, c'est, si vous vous dites, ça pourrait aller plus mal. Mais eux, ils disaient, ça ne peut pas aller plus mal. Donc, et donc notre activisme militaire a probablement fait qu'on a un peu affaibli les négociations. Et la deuxième chose, qui à mon avis est à peu près un peu du même ressort, c'est qu'on n'a pas suffisamment fait confiance à l'armée malienne. On pensait qu'ils ne seraient pas capables. Et donc on les a maintenus plutôt derrière trop longtemps. Il fallait plutôt les mettre... On a fait ça en 2015. Vers 2015, on a commencé à travailler vraiment avec eux. Mais avant on ne le faisait pas parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas capables et que nous, on savait, etc. Et puis enfin, il y a quelque chose qu'il faut aussi relever, parce que c'est toujours la faute de la France. Toujours la faute de la France, toujours la faute des militaires. Mais il faut voir aussi l'inefficacité des 21 000 hommes de la MINUSMA. 21 000 qui ne font rien. Donc la MINUSMA, le G5 Sahel, la mission européenne, et tout ça, comment c'est coordonné, comment ça fonctionne. Et donc il y a un sujet français, il ne faut pas l'écarter, et puis il y a un sujet, c'est comment on arrive à faire comprendre aux gens que quand on s'attelle à la résolution d'une crise, il faut passer d'une logique bilatérale à une logique de l'interservice, l'interministériel, l'international. Et ça, on ne fait pas. Chacun a des intérêts différents. Et donc, il y a beaucoup de pertes en ligne parce qu'on n'a pas réussi à se coordonner. Je ne sais plus qui commandait Serval, a fait une opération sur le bord du Niger, au sud de Tombouctou, vers Anéfis, en coordination avec les Nations Unies. Ça a été un scandale. New York a donné des ordres pour dire arrêtez ça tout de suite, on ne fait pas de lutte antiterroriste, c'est pas ça, etc. Donc il n'y a pas de coordination. Donc 80% des missions des Nations Unies, c'est pour assurer la sécurité des Nations Unies. 80% des sorties, c'était pour assurer la sécurité des convois logistiques des Nations Unies. Donc est-ce qu'on le savait? Oui, probablement on le savait. Et donc tout ça fait que à la fin, on en est là. Le sénateur Legendre avait demandé à intervenir. Notre confrère, le sénateur Legendre. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les commissions. Je dois vous rassurer quand même, la commission des Affaires étrangères du Sénat, et je pense qu'à l'Assemblée c'était pareil, avait une claire conscience de la dimension dans laquelle on déployait nos troupes. Et on n'avait pas une vision quand même trop éthérée de tout cela. Et je voudrais quand même vous poser une petite question, moi, qui me taraude depuis le départ. Nous sommes intervenus, en commençant par le Mali, pour sauver des régimes en place, considérés comme des régimes légaux, et qui étaient menacés de renversement, parce que quand les djihadistes déboulaient du Sahel vers Bamako, si on n'était pas intervenu, ça risquait quand même d'aller jusqu'à Bamako. Mais ensuite, nous avons déployé 4500 hommes dans ces espaces. Vous avez parlé des problèmes de renseignement ou des problèmes de cartes, etc. Mais si nous avons finalement dû évacuer ces pays, c'est parce que les régimes que nous soutenions et dont nous étions les alliés ont été renversés par des putschs. Vous l'avez vous-même rappelé. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu une incapacité ou un manque au niveau de la bonne connaissance de ce qui se passait dans les capitales? Car finalement, si nous sommes partis, c'est qu'après que les régimes dont nous étions proches ont été renversés dans les capitales, et ça, faut peut-être s'interroger un petit peu aussi sur ce qui peuvent être aussi nos manques.
Voilà, j'aimerais avoir votre sentiment. Deuxième aussi, on a parlé des 4500 hommes du Sahel, mais on avait aussi évité, et ça pourtant en commission, je peux dire que ça avait été souvent évoqué, on a évacué trop vite le Centrafrique, parce qu'il fallait pouvoir se concentrer sur le Sahel, mais dans quoi on est à la porte à Wagner, et dans ce pays que j'ai bien connu, où j'étais coopérant, et où nous avions les moyens de quand même d'être particulièrement bien informés, je crois qu'on est parti trop tôt et qu'on le paye maintenant. Voilà quelques remarques que je voulais ajouter. Merci beaucoup de ces remarques. Sur les commissions, alors j'ai été de l'autre côté du banc, mais j'ai été audité à plusieurs reprises, à la fois par la commission de la défense et des forces armées, et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et par sa sistership du Sénat. Et j'ai accompagné une fois le ministre Le Drian à une de ses auditions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de question. Je ne dis pas que les gens ignorent. Je dis qu'à la fois pour des histoires de règlement interne, ne pas pouvoir reposer la question une fois qu'elle a été posée, je pense que c'est un règlement de nos deux chambres. Je pense que c'est pas assez exigeant. Je pense que dans la relation, c'est pas les sénateurs, c'est pas les députés, c'est la façon dont ça fonctionne. Je pense qu'on pourrait avoir un système plus exigeant sur la feuille de route, sur les points à atteindre, pourquoi ils n'ont pas été atteints, etc. Tout ça, c'était à chaque fois. J'ai vécu ça dès l'Afghanistan. Oulala, ils coupent les doigts des petites filles qui se mettent du rouge sur les ongles. Oulala, on en a tué plein. Bon, merci, très bien. Et donc, je pense qu'il faut être plus exigeant de ça. C'est ce que j'ai noté. Sur les connaissances, le manque de connaissances, oui, c'est une zone. On connaissait une zone assez bien. On connaissait la zone de l'Adrar des Iphoras, c'est-à-dire cette zone, on la connaissait. Pourquoi on la connaissait? Parce que c'est l'endroit où étaient entreposés tous les otages qui étaient faits prisonniers par AQMI. Il y a eu, je crois que c'était en 2012, il y a eu jusque 12 otages français, entre ceux de SACOM, etc. Il y avait 12 otages. Et donc, moi, j'avais dit au CPCO, il faut regarder ça, on ne va pas en rester là. Donc, la DGSE regardait ça très précisément, nous, on regardait ça, on avait des plans, etc. Heureusement qu'on avait des plans, parce que pour le reste, on n'avait pas de plan, puisque c'était no boots on the ground. Donc, on avait la connaissance de cette zone-là. La lacune en renseignement, je ne répondrai pas sur Bamako, sur comment on aurait pu anticiper. Il faut poser cette question à M. Aignier. Mais il ne faut pas me la poser à moi. Moi, c'est pas mon travail de savoir ce qui se passe à Bamako. Enfin, c'est pas mon travail. Ce n'était pas mon travail de savoir ce qui se passait à Bamako. Le renseignement politique, c'est le rôle premier de la DGSE. Donc, il faut pas répondre. Je vais pas répondre à sa place. Je sais pas ce que. Et du KRC, ben, oui, et du KRC. Oui, c'est du KRC. Donc nous, à partir du moment où la machine s'est mise en route, on avait nos propres capteurs de renseignement qui nous donnaient une image. C'est pas l'image avec la profondeur des liens socioculturels, c'est où ils sont, combien ils sont, où ils vont, est-ce que c'est des gens armés, pas armés, etc. C'est comme ça que c'était ça le renseignement qu'on avait avec des capteurs qui étaient tout à fait sous-dimensionnés par rapport à la zone à battre. Au début, il fallait être dans le Timétrine, il fallait être dans la région de Tombouctou, il fallait être à Taoudéni, il fallait être à Kidal, etc. Comment vous voulez faire ça? Donc, on a épuisé nos moyens de renseignement de l'époque, parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de drones. On a épuisé notre flotte d'Atlantique 2. Les Atlantique 2 qui sont chargés de faire de la surveillance sur la mer, on les a engagés pour faire de la surveillance sur la mer de sable, et on les faisait voler de façon continue. On a épuisé le potentiel de ces matériels en 6 mois. Et donc on avait que ça. Voilà, on avait que ça. Pour le renseignement politique, je vous dis, il faut poser la question à la DGSE. Moi, je ne suis pas capable de répondre. Enfin, je ne suis pas capable. C'est pas à moi de répondre à cette question. Merci, mon général. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le coordonnateur Daniel Joanneau a quelque chose à dire? Merci. Je crois que nous allons pouvoir lever la séance, mais avant de la lever, le secrétaire perpétuel voudrait vous dire quelque chose concernant les élections de demain, s'il vous plaît. Oui, je vous rappelle que demain nous avons une élection essentielle. Il s'agit de compléter notre bureau. Nous avons 2 candidats. Il est important que nous obtenions le quorum et que nous évitions un second tour. Si vous ne revenez pas demain,
Ne partez pas sans laisser un pouvoir remis à l'un ou l'autre d'entre nous, en évitant le secrétaire perpétuel qui a déjà trop de pouvoir en main. Mais voilà, il est important de laisser un pouvoir. Si vous ne revenez pas demain, vous pouvez bien sûr venir en tout début de séance et repartir ensuite si vous avez des obligations. Mais le vote, c'est à l'urne, c'est seulement demain. Donc, n'oubliez pas, de midi à 17h, demain. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouvoir si vous ne revenez pas demain. Merci beaucoup. Bien. En remerciant à nouveau le général Castres et les deux coordonnateurs, je crois que nous pouvons lever la séance et applaudir. Merci beaucoup.